Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous présenter un jeu où il fait peur, où il y aura des tentacules et où il va y avoir plein de magie noire. J'ai nommé Apparition Divine, Horror Arkham, le jeu de cartes. C'est un jeu qui est sorti en 2016, édité chez Edge en français, FFG en anglais. Ça vaut une trentaine d'euros, c'est pour des parties allant de 1 à 2 heures maximum et c'est fait pour 1 à 2 personnes. Donc vous pouvez y jouer tout seul ou alors jouer avec un ami. Si vous voulez prolonger en fait l'expérience pour jouer jusqu'à 3 et 4 joueurs, il vous faudra une deuxième boîte comme celle-ci pour pouvoir avoir 3 ou 4 joueurs autour de la table. Alors Horror Arkham, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Donc déjà c'est un LCG, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les LCG, c'est un Living Card Game, donc au fur et à mesure vous allez deck builder un peu votre paquet de cartes, c'est un jeu où il n'y aura que des cartes, vous allez augmenter votre deck et vous allez lui donner un axe par rapport à votre gameplay. Donc chaque mois il va y avoir des petits data packs, une deluxe, etc. comme ce qu'on peut connaître par exemple à Netrunner, Game of Thrones, etc. Donc ils vont augmenter votre paquet de cartes, votre pool de cartes pour pouvoir deck builder un peu mieux. Et Horror Arkham, donc l'univers de Lovecraft, si vous ne connaissez pas, c'est maintenant une licence phare qui existe chez FFG depuis maintenant longtemps. On a eu des jeux de plateau, on a eu des romans, on a eu aussi du JDR, mais à la base c'est un jeu de rôle. Donc c'est des grands anciens en fait qui reviennent sur Terre pour un peu défourailler tout le monde et puis détruire un peu cette planète et ce monde. Mais dans ce monde de 1920 en Amérique profonde, il y a quand même des gens qui habitent, qui mangent des petites glaces et puis des petits donuts et ils se disent mais c'est pas quand même possible de quitter notre vie comme ça, en plus on a des crédits derrière. Donc ils vont lutter pour pouvoir repousser justement les grands anciens et jouir d'une vie normale et paisible comme il se doit. Donc voilà un peu pour l'Horror Arkham, et puisque c'était qu'un LCG. Mais sans plus attendre, voyons ensemble ce qu'il y a dans une boîte d'Horror Arkham, et surtout, comment on y joue. Petit tour rapide du propriétaire, donc comme vous le savez ici on aime bien voir ce qu'il y a à l'intérieur d'une boîte. Et bien dans une boîte d'Horror Arkham, principalement vous allez y trouver que des cartes. Donc on va avoir un deck de cartes pour vos investigateurs, nous allons avoir des fiches de profil d'investigateurs, nous allons avoir des lieux, un deck de péril qui vont symboliser les monstres et autres événements néfastes qui pourront arriver durant votre partie. Nous allons avoir deux mini-decks ici qui symbolisent l'intrigue ainsi que l'acte. Donc plus vous allez augmenter dans l'intrigue et plus les forces du mal vont devenir de plus en plus fortes, si bien que vous allez perdre. Mais pour gagner, vous allez devoir avancer durant l'acte, et quand vous avancez durant l'acte et que vous trouvez de plus en plus d'indices, vous allez être proche du dénouement et vous allez ainsi dire gagner la mini-campagne ou la mission ou la quête, appelez ça comme vous voulez. On va avoir aussi différents tokens, donc là c'est des tokens de chaos qui sont représentés par des malus et des bonus qui vont ici venir en tant que déclenchement lors des tests de compétences, les réduire ou les augmenter. Nous allons avoir des petits tokens ici rouges qui symbolisent les tokens de fatalité, donc Doom en anglais, qui vont venir au fur et à mesure de la phase de mythe renforcer les cartes intrigues, et dès qu'on va ensuite avoir un nombre équivalent égal au nombre situé sur la carte d'intrigue, nous allons révéler cette carte derrière, lire et ensuite passer à la deuxième intrigue. Nous allons avoir des pions indices. Les pions indices sont la même chose en fait que les pions fatalité. Vous allez les avoir sur votre carte de personnage et dès lors vous allez pouvoir les utiliser à n'importe quel moment de votre tour pour faire avancer l'acte. Nous allons avoir des points de santé mentale, des points de blessure qui vont réduire et vont rapprocher au plus de la folie ou de la mort votre protagoniste. Et ensuite nous allons avoir des pions ressources, les pions ressources qui vont servir à jouer nos cartes de la main. Mais sans plus attendre, voyons ensemble comment se déroule un tour d'Horror Arkham. Alors avant de vous parler du déroulement d'un tour, que ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire dans Horror Arkham, il est important aussi de vous parler de la mise en place. Alors je vais essayer au maximum, parce que j'emploie 3 fois le terme maximum et j'ai le droit, je fais ce que je veux, n'est-ce pas? Je vais essayer au maximum de pas vous spoiler, de pas vous révéler certaines cartes. Là je vous ai vraiment révélé ce qu'on peut trouver dans le livret de règles, sans aller plus loin, puisque voilà, ça serait vous spoiler des choses qui pourraient vous arriver, et en aucun cas cette vidéo est faite pour vous enlever toute l'intrigue qui pourrait y avoir dans le jeu, et vous enlever le plaisir de découvrir en fait le jeu. Alors, je vais prendre, pour la démonstration, Roland Banks, qui est l'agent fédéral. Ici, vous allez avoir la petite étoile qui symbolise la catégorie de Roland, donc c'est un gardien, il y a 5 catégories différentes. Si je vous les prends à côté, on va avoir
les survivants, donc Wendy Adams. Nous allons avoir tout ce qui est magie, ésotérisme, Agnès Baker. Nous allons avoir aussi les truands, donc Skids O'Toole. Et nous allons avoir les savants, les bibliothécaires et puis les scientifiques, Daisy Walker. Donc voilà un peu ce que vous allez trouver dans une boîte de base. Donc 5 classes à peu près différentes qui ont tous un gameplay assez varié. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire avec votre deck et votre personnage. Donc on va revenir un peu sur Roland. Donc sur une fiche de perso, qu'est-ce qu'on va trouver? Ici nous allons trouver son symbole, c'est un gardien. Nous allons trouver l'illustration, ici le nom, la petite notion, donc son job, hein, c'est un agent fédéral. Ici nous allons trouver les compétences, donc là ça va être la volonté, il a 3. En intelligence, il a 3, ensuite en force, il a 4, et en agilité, il a 2. Ici, nous allons trouver un petit encart qui vont donner des bonus supplémentaires hein, quand Roland va activer certaines compétences. Nous allons trouver ses points de santé, donc 9, et ses points de santé mentale qui sont de 5. Au dos, nous allons avoir en fait un récapitulatif du petit background, hein, pourquoi Roland est là, ce qu'il doit faire, etc. Ce qu'il a fait aussi dans sa vie. La taille du deck, donc ça c'est pour deck builder, mais je reviendrai vraiment à la fin de la vidéo pour vous montrer comment on deck build ensuite un deck, pour ceux qui aimeraient vraiment savoir comment on deck build à ce jeu, avec certaines constructions de deck, exigences de deck, etc. Donc voilà, donc quand on commence, on prend son deck, son personnage, on prend 5 points de ressources et on tire 5 cartes. Donc on va les tirer maintenant. 1, 2, 3, 4 et 5, voilà, et on va passer ensuite à un tour de jeu. Le but d'Horror Arkham va être d'arriver à la fin des actes. Donc comment on arrive à la fin des actes? C'est en plaçant des pions indices sur les cartes actes qui nous permettent d'avancer en fait au fil de l'histoire. Bien sûr, si l'intrigue elle se finit avant, eh bien la menace se fait de plus en plus forte et on sera à même à succomber au pouvoir sinistre des grands anciens. Alors pour pouvoir jouer en fait son tour, une fois qu'on a fait sa petite mise en place, qu'on a récupéré 5 pions de ressources, qu'on a récupéré 5 cartes de son deck, nous allons passer à un round. Alors un round comporte plusieurs phases, donc je vais les citer immédiatement. Ensuite, je vais rentrer plus en détail dans quelques instants. Donc on passe par la phase de mythe, qui est la toute première. Hein. Ensuite, on a la phase d'investigation, où là, les joueurs vont jouer, etc., leurs actions. On a ensuite la phase des ennemis, et enfin, la phase d'entretien. Alors, la phase de mythe est très simple et très rapide. Durant le premier round, on ne fait pas de phase de mythe, donc on passe directement à la phase d'investigation. Donc on va passer directement à la phase d'investigation pour ensuite vous expliquer la phase de mythe quand elle arrivera par la suite. Alors, dans la phase d'investigation, notre investigateur pourra faire 3 actions parmi celles que je vais citer. Il va pouvoir piocher une carte de son deck ou alors gagner une ressource. Je le rappelle, les ressources vont permettre de jouer des cartes de sa main. Je vais vous montrer ça dans un instant. On va pouvoir jouer une carte événement, une carte soutien de sa main. Alors c'est très simple. Pour les cartes, quand on regarde un peu son deck, on va avoir différentes cartes. Alors je suis désolé si ça vous spoil un peu les cartes, mais là j'ai pris une main assez générique parce que j'ai un peu triché. Sur une carte, on va avoir plusieurs indications. On va avoir déjà le nom, on va avoir la catégorie du deck auquel elle appartient. Donc ça c'est dans le deck des gardiens où elle pourra être jouée. Ici nous allons avoir ce coût, donc le coût en ressources, ça vaut 4 pour pouvoir la déployer. Ici c'est un soutien, donc les soutiens se posent directement en fait à côté de notre investigateur. La défausse se trouve à côté de notre pile de deck, et ensuite la phase d'engagement où les monstres vont arriver se trouve au-dessus de notre investigateur. Donc pour pouvoir jouer notre 45 automatique, il va falloir payer 4 ressources. Ici nous allons avoir une petite icône en fait qui symbolise les cartes qui pourront être défaussées pour renforcer justement les tests de compétences. Donc j'y reviendrai bien plus en détail ensuite. Ici nous allons avoir l'utilisation de cette carte, qu'on nous dit que c'est un 45 automatique, qu'on met 4 munitions dessus et que pour une action, quand on dépense une munition, on combat, on gagne plus 1 en attaque. Ici, nous allons avoir le slot concernant votre personnage, donc à savoir qu'un personnage peut s'équiper de 2 armes avec une main ou d'une arme qui comporte le logo de main, et puis elle peut mettre un couvre-chef, elle peut mettre un armement, etc., etc. Donc je rentre pas trop en détail, parce que voilà, j'aimerais bien vous laisser découvrir un peu les cartes, mais voilà, sachez que là, par exemple, on a un autre logo, donc là on peut mettre une seule tête dans son équipement, etc., et d'autres cartes qui ne demandent rien du tout. Donc on va revenir sur notre 45 automatique. Donc pour une action, je peux jouer, hop,
une carte, je la mets à côté car c'est un soutien, je fais même un peu de place parce que voilà, ça sera mieux, et je dépense mes 4 ressources. Si je ne peux pas dépenser le coût requis, bien sûr, je ne peux pas déployer cette carte. Donc voilà, pour une action, je peux piocher ou prendre une ressource, je peux déployer une carte, pardon pour le reflet, je viens de le voir, je peux déployer une carte de ma main en payant la ressource adéquate, je peux ensuite me déplacer vers un lieu connexe. Alors ce qu'on appelle lieu connexe, là j'en ai mis qu'un. Il faut savoir que les lieux dans Horreur à Arkham sont de manière secrète en fait. On ne les révèle pas directement sans que notre personnage ne s'y intéresse pas. C'est-à-dire que là, nous sommes dans l'étude. L'étude a ce petit symbole ici, verrou. Donc tant qu'on n'est pas dans l'étude, on laisse le verrou activé. Et dès lors qu'un investigateur va venir dans une salle où il y a ce côté verrou, hop, nous allons en fait retourner la carte. Et sur cette carte lieu, on va y trouver plusieurs informations. On va trouver déjà le nom, le petit icône ici qui est symbolisé par voilà, une icône variée qui va ensuite déterminer ici vers quel lieu on pourra se déplacer. Ça sera plus simple avec une autre carte que je vais vous montrer ensuite. Ici, nous allons avoir la valeur d'intrigue entre guillemets, donc ce qu'il faudra faire pour récupérer un pion indice à l'intérieur. Et ici, nous allons avoir la valeur d'indice qui va se trouver sur cette étude, c'est-à-dire par joueur, avec le petit symbole tête ici, c'est toujours le par joueur, nous allons mettre 2 pions indices par joueur. Donc notre agent fédéral se trouve dans l'étude, il révèle la carte étude puisqu'il est à l'intérieur, il met ensuite 2 pions indices, puisqu'on nous dit de mettre 2 pions indices par joueur et je suis tout seul, et ensuite si je veux tenter par exemple de faire une action et de récupérer un pion indice, je vais devoir faire 1, 2 ou supérieur pour récupérer un jeton indice. Si je fais bien sûr 1 ou 0, je ne pourrai pas enquêter dans ce lieu. Et ça arrive à la prochaine action qui me permet d'enquêter justement dans un lieu où je me trouve. Par exemple ici, l'agent fédéral, s'il veut enquêter dans l'étude, il va faire un test d'intelligence, qui est symbolisé par le livre. Donc il a 3 en intelligence. Là, l'intelligence lui demande 2. Ensuite, nous allons mettre, comme je vous l'ai dit au préalable, et comme va le stipuler la campagne, un certain nombre de chaos marqueurs dans un sachet ou un verre ou ce que vous voulez, ce qui permet de ne pas les voir. Et ces chaos marqueurs, justement, vont servir de modificateurs pour votre test de compétences. Dans tous les tests de compétences que vous allez faire, vous allez devoir tirer un chaos marqueur. Alors les marqueurs peuvent aller de plus 2 à moins 7, si je ne m'abuse, ou alors à des auto-fails, donc vous réussissez pas du tout. Donc si vous tirez par exemple le jeton rouge ici, que vous ayez plus 20 ou plus 70, vous avez un échec automatique. Oui, Horreur Arkham est un jeu dur, même dans un jeu de cartes. Donc si vous pochez le rouge c'est le mal, donc vous perdez directement. Alors comme je vous l'ai dit ici, lors d'un test de compétences, vous allez pouvoir tirer un jeton, voir votre compétence, la moduler ensuite par rapport au bonus et au malus. Et si vous arrivez à dépasser ou à égaler la force de la compétence, donc le nombre, vous réussissez. Par exemple ici nous sommes sur 2, moi j'ai 3 en intelligence, là normalement sur le papier ça devrait aller, si je tire par exemple, hop, voilà, 1 moins 1, et bien finalement mon 3 devient 2, je gagne quand même, et je prends le petit pion indice. Si par contre, admettons, voilà, je prenne, hop, 1 moins 2, qui est ici, ma valeur de 3 devient finalement moins 2 avec 1, ça fait 1, le test me recommandait 1-2, et bien je ne réussis pas, j'ai perdu entre guillemets une action. Mais pour pallier justement à ces modificateurs, puisque vous allez me dire mais c'est impossible finalement, on ne pourra jamais arriver à faire des 6, des 5 quand l'ordre se présente, et bien si, grâce aux cartes que je vous ai dit tout à l'heure, avec les petites icônes. Par exemple ici, si je dois faire un test d'intelligence, mais que là je n'ai pas de carte comme vous pouvez voir pour l'exemple, on va dire qu'on va faire un test par exemple de combat, et sur les tests de combat, vous avez ici des petits symboles. Alors pour chaque symbole que vous allez défausser sur une carte, vous allez rajouter plus 1. Admettons que là, les couteaux ainsi que le flic en patrouille n'avaient pas des points mais avaient des livres, et bien je pourrais décider de défausser 2 cartes, 3 cartes, X cartes, ça dépend de ce que vous voulez défausser, des cartes avec le nombre de symboles que vous avez, donc admettons que c'est 2 livres, j'aurai un plus 2 en modificateur, ce qui me donnerait 5 en intelligence. Ensuite j'aurais tiré par exemple le 2, ça fait 3, et là je suis au-dessus quand même et je récupère mon point d'indice. Donc voilà un peu comment se passent les compétences
et les modificateurs via avec le marqueur chaos. Alors on a vu l'action piocher, gagner une ressource, on a vu l'action jouer une carte, un événement, nous avons vu l'action enquêter, pardon. On a aussi l'action se déplacer, donc alors pour se déplacer, vous allez trouver sur certains lieux, donc je vous montre uniquement, voilà, hein, je vais pas vous montrer, voilà, je vous montre uniquement ça, vous allez en fait avoir des petites icônes en bas d'un lieu. Ça veut dire que ce lieu-ci, si vous venez par exemple d'un lieu quelconque qui vous mène vers un lieu rouge, vous pouvez aller là-dessus. Et au-dessus, si vous voyez un peu, voilà, alors je vous montre un peu, voilà, je cache, hein. Je vous montre un peu, voilà, et là vous avez une icône au-dessus, c'est-à-dire que ce lieu-ci, voilà, je cache encore un peu, ce lieu-ci vous permet d'aller vers ce symbole avec le lieu qui est un carré rouge, enfin ouais, voilà, blanc avec du rouge, et ici, voilà, on peut se retrouver dans ce lieu si on avait un lieu qui nous permettait d'aller vers ce symbole. Donc voilà, je vous montre pas hein, vraiment ce que c'était parce que j'ai pas envie de vous spoiler un peu les lieux, etc. Là, l'étude, bah, c'est l'étude et il n'y a pas vraiment de spoil là-dessus. Mais pour les autres, voilà, vous avez compris, on se réfère déjà au texte en dessous. À l'icône pardon en dessous pour savoir vers quel lieu on peut aller et le texte au-dessus vous donne en fait le lieu adéquat sur les logos que vous allez pouvoir trouver en dessous. Donc voilà, c'est uniquement des lieux connexes qu'ils appellent, hein. C'est vraiment qui arrivent à matcher avec une ancienne carte où vous êtes. Vous pouvez ensuite activer une capacité. Activer une capacité, c'est quoi? Ce sont les cartes ou les compétences qui ont ce petit symbole de flèche. On nous dit par exemple ici dépenser une action, une munition, pardon, et on combat. Donc alors comment vous dépensez, vous l'inclinez, vous faites comme vous voulez. C'est pas dit vraiment dans les règles s'il faut incliner ou non quand on utilise, mais pour le coup, moi je sais que j'inclinerai toujours quand je ferai ma partie. Donc on peut faire ça, on peut se déplacer, on peut activer une capacité sur une carte, et on peut engager ou combattre un ennemi ou tenter de s'échapper. Alors là, je vais prendre un ennemi, hein. J'ai encore triché, hein, mais vous allez voir que c'est un ennemi. Ici je vous spoil un peu, mais c'est des rats finalement, voilà, vous savez qu'il y a quand même des rats dans Arkham. Dans cette carte, on va avoir plusieurs choses qui nous indiquent plus différentes valeurs. Nous allons avoir la valeur de combat, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir infliger une blessure. Ici, nous allons avoir la santé des rats, donc un point de vie. Et ici, nous allons avoir la valeur d'agilité pour pouvoir fuir à ces rats. On nous dit que ces rats sont des créatures chasseurs. Alors les chasseurs, eux, ils vont se déplacer lors de la phase d'ennemis. Et ensuite, on vous donne ici le petit symbole. Donc ils font partie des ennemis de rats. Ici, on va avoir les magnifiques illustrations qui sont de Bill Thompson. Et à côté, en bas, nous allons avoir une valeur qui sont les dégâts qu'ils vont vous mettre dès qu'ils vont attaquer. C'est-à-dire que dès que la nuée de rats va attaquer, elle va vous infliger une blessure. Ici, on va avoir les points de santé mentale. Mais là, on n'a pas peur des rats, donc il n'y a pas de souci. Alors pour combattre, donc dès qu'on a voilà, un ennemi dans un lieu, donc il est directement... Je vais faire de la place. Hop. Il est directement engagé sur notre zone d'engagement. Alors, plusieurs cas de figure peuvent arriver si vous rencontrez un ennemi. Alors, si vous rencontrez un ennemi qui se trouve dans votre lieu, représenté par la petite carte ici, et qu'il est engagé, donc il n'est pas activé, donc voilà, comme ça. Donc, quand il est en fait au repos ou ce que vous voulez, quand il est à la verticale comme ça, à l'horizontale, pardon, je perds même mes mots, je deviens fou avec ce jeu. Donc quand il est comme ça, donc il prend directement pour chasse le personnage qui se trouve dans le même lieu. Alors s'il y en a deux, bah, c'est le personnage investigateur principal, donc on doit choisir, je vous ai pas dit bien sûr, un personnage qui est l'investigateur principal et qui lui va trancher sur les décisions, etc. Mais vu que je joue tout seul, bah, finalement c'est moi qui vais trancher tout seul. Donc là, il vient chez moi, il est directement engagé. Si par contre, j'arrive sur un lieu et qu'un ennemi est comme ça, il n'est pas engagé avec moi. Par contre, je peux dépenser une action pour venir m'engager et lui taouater sa tête comme il faut. Donc voilà, donc on prend directement les monstres. Si on change de lieu et que le monstre est engagé, pareil, il nous suit, etc. Un monstre ne suivra tout le temps, sauf s'il y a une compétence supplémentaire qui vient s'ajouter à ça. Quand vous êtes engagé avec un monstre, il faut savoir qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Vous pouvez bien sûr toujours piocher des cartes, se déplacer, etc. Par contre, eh bien, le monstre, lui, va avoir une opportunité d'attaque. Il va vous attaquer directement
après avoir déclaré votre action. C'est-à-dire que si là j'ai besoin d'une ressource pour pouvoir, je sais pas quoi, faire quelque chose, et que je dis, bah en 1, je prends une ressource sur mon agent, lui va directement m'infliger les points de dégâts qu'il fait, que ça soit en santé mentale et en dégâts physiques. Donc je vais me prendre directement un dégât. Par contre, si je tente de lui échapper ou que je tente de l'affronter, là je vais pas prendre il va pas avoir pardon d'attaque sournoise et opportuniste. Donc là, voilà, je vais pouvoir l'attaquer, etc. Donc il gagne une attaque de surprise entre guillemets, d'opportuniste, appelez ça comme vous voulez, quand je vais faire une autre action autre que tenter de s'échapper, abandonner, ou alors tenter de le combattre. Pour le combat, on va réaliser un test de combat. Donc là, on va prendre les points. Moi, j'ai 4 dans les points et je vous remonte quand même. Il suffit de faire quand même 1 pour lui infliger une blessure. Je peux très bien jouer des cartes de ma main qui possèdent le symbole de points pour augmenter mes stats de points. C'est-à-dire que je peux défausser le flic en patrouille pour faire passer mon 4 de 5. Je vais faire par exemple cela et là, j'ai une valeur de 5. Je tire ensuite un token, voilà, on va prendre celui-ci. Ah bah tiens, j'ai un plus 1, donc finalement je suis à 6. Je tue directement la nuée de rat et je la défausse directement à côté du deck de terreur de péril. Alors il faut savoir que certains ennemis ont des points de victoire, donc les points de victoire ce sont l'expérience accumulée que vous allez avoir en fin de campagne, en fin de mission si vous préférez. Vous allez prendre la totalité des points de victoire et ensuite chaque investigateur pourra jouir de ses points d'XP pour pouvoir augmenter son deck, acheter des cartes, etc. Donc vous défaussez ça directement. Si je tente de le fuir, je fais un test d'agilité. Et quand je fais un test d'agilité, je le fuis et il est directement incliné. Deux choses à cet inclinement. Donc, dès lors qu'un ennemi va être incliné, lors de sa phase d'ennemi, il ne pourra rien faire autre que s'incliner durant la fin de phase. Donc ça, c'est vraiment important pour éviter qu'en fait, un monstre vous tape dessus. Vous êtes dans l'obligation, entre guillemets, de tenter de fuir ou alors de le tawater avant qu'il vous tawate avant. Donc ça c'est vraiment aussi intéressant. Autre chose intéressante, si vous attaquez un ennemi engagé avec vous et que vous ratez, rien ne se passe, hein, à part s'il y a vraiment la compétence riposte, où là le riposte, il va vous taper dessus, justement c'est une riposte, et vous allez avoir à succomber à ses dégâts. Donc là en l'occurrence il n'y a pas le mot-clé riposte, donc il ne va pas pouvoir riposter dessus. Par contre, autre chose, si vous attaquez un ennemi qui est engagé avec un autre investigateur et que vous foirez, là pour le coup, c'est l'investigateur avec lequel l'ennemi est engagé qui va lui infliger des dégâts. C'est-à-dire que là, si j'ai le joueur B en face de moi qui me dit « Attends, je vais t'aider à tuer la nuée de rat » et qui se chope un -4 et qu'il avait 3, il descend du coup à -1, 0, donc il foire complètement. Et là, vu qu'il a foiré avec la nuée de rat et que la nuée de rat est engagée avec mon Roland, l'agent fédéral, c'est moi qui vais prendre un point de blessure et non pas l'autre. Donc voilà, essayez de modularité un peu, sachant que c'est un jeu coop, faut pas trop foutre un peu la merde à droite à gauche. Donc voilà un peu pour les combats, les tests de compétences que vous pouvez faire. Donc après vous avoir cité la liste de ce que vous pouvez faire durant votre tour, je le rappelle, vous pouvez faire 3 actions parmi celles que je vous ai citées, hein, je les recite encore: piocher, gagner une ressource, jouer une carte événement ou une carte de soutien, activer une compétence d'une carte, se déplacer, enquêter, combattre ou engager un ennemi, tenter d'échapper à un ennemi. Donc là, vous pouvez faire dans n'importe quel ordre ce que vous voulez, 3 fois la même, etc. Il n'y a aucun souci. Et vous avez des compétences ici qui sont symbolisées par le petit éclair qui ne coûtent pas d'action. C'est-à-dire que incliner le flic en patrouille et infliger un dégât, ça ne coûtera pas d'action à mon investigateur. Donc je pourrais faire ça gratuitement et il n'y a pas de souci là-dessus. Une fois que nous avons fini de jouer les cartes, la phase d'investigation est finie. L'autre joueur va jouer ses cartes, etc. Une fois que les 2, 3, 4 personnes ont fini, on passe à la phase d'ennemi. Alors la phase d'ennemi est très simple aussi, hein. On a 2 petites phases à l'intérieur. Les ennemis avec le mot-clé chasseur se déplacent vers l'investigateur le plus proche. C'est-à-dire que si vous avez vu ici, hop, ici nous avons une créature, voilà, c'est mieux comme ça, créature chasseur avec la nuée de rat. Si par exemple, je sais pas, la nuée de rat n'était pas dans l'étude mais dans un sous-sol, hop, elle se rapproche de l'investigateur qui est le plus proche. S'il y a 2 investigateurs équidistants, du coup c'est l'investigateur principal qui tranche. Ensuite, chaque ennemi engagé attaque si possible. Comme je vous l'ai dit, un ennemi engagé doit être sur la zone de jeu, doit être sur le même lieu que la personne est dans le même lieu juste, et il doit être, voilà,
activé et non pas incliné. S'il est incliné, il ne peut pas attaquer. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment sympa des fois d'éviter de se prendre des attaques en fuyant. Ça permet d'incliner des monstres. Si vous voyez que le monstre est très fort en termes de points de santé, que vous ne pouvez pas faire autant de points de santé. Donc là, il va infliger directement une blessure. Donc hop, mon agent va se prendre une blessure et il va s'incliner comme quoi, voilà, il vient de finir de jouer. Ensuite, on passe à la phase d'entretien, on réinitialise toutes les actions, donc on retourne toutes les mini-cartes qui sont inclinées, donc voilà, on va faire ça, 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 ça. Ensuite, on redresse toutes les cartes inclinées, c'est ce que je viens de faire. Chaque investigateur ensuite pioche une carte et gagne une ressource, donc hop, on va prendre une ressource et on va prendre une carte. Et ensuite, chaque investigateur vérifie la taille de sa main. Si on a plus de 8 cartes, eh bien on se défausse jusqu'à arriver à 8 cartes. Je vous l'ai pas dit, mais si votre deck arrive à épuisement, vous n'avez plus de cartes à déployer, vous continuez avec ce que vous avez sur votre table de jeu. Là, c'est votre problème. Et on revient bien sûr à la toute première phase qui, je le rappelle, n'est pas la phase d'investigation, mais la phase de mythe. Durant le deuxième tour, le deuxième round à la phase de mythe, à ignorer bien sûr lors du premier round, on va placer un jeton fatalité rouge sur le jeton de l'intrigue. Quand on va arriver, par exemple ici c'est 3 jetons, quand on va arriver à 3 jetons, nous allons lire le recto, pardon, le verso, je dis n'importe quoi, je commence à devenir fou, je pense. Le verso de la carte, ensuite on va la défausser, faire les effets de jeu, etc. etc. On avance l'intrigue si le seuil de fatalité est atteint, donc là on est à 1 sur 3, on l'avance pas, il n'y a aucun problème. Et chaque investigateur ensuite va piocher une carte du dessus du deck de rencontre. Alors sur le dessus du deck de rencontre, comme je vous l'ai montré, ça peut être des ennemis, ça peut être des événements néfastes aussi, ça peut être des rats, ça peut être des dragons, enfin des dragons non, mais ça peut être plein de choses néfastes. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Nous allons aussi avoir une petite carte ici par exemple pour la campagne Le Rassemblement qui va vous donner la signification des tokens que vous allez tirer. Par exemple si vous tirez une tête de mort, c'est -X ou X c'est le nombre d'ennemis ghouls dans votre lieu. Si vous tirez un cultiste, c'est -1 en cas d'échec, on subit une horreur, et si on a un bouclier c'est -2, et s'il y a un ennemi ghoul on subit un dégât. Donc ça c'est le mode facile standard, et derrière il y a un mode difficile expert, voilà, avec d'autres attributs, etc. Sachant que les tokens chaos qui sont mis au préalable dans une poche ou dans un récipient, mais vous ne devez pas les voir parce que finalement sinon vous allez choisir votre modificateur, eux sont modulés par rapport à 4 modes de difficulté. On a le facile, on a le standard, le difficile et le expert. Donc plus vous allez monter, plus vous allez avoir des tokens qui vont à -7, etc. -6, enfin ça va être de la folie. Donc ça vous permet de moduler et d'animer un peu vos parties. Donc voilà un peu, je vous ai expliqué l'ensemble d'un tour de jeu, ce qu'on doit faire, comment on peut gagner, donc en augmentant bien sûr les pions indices, à dépenser n'importe quand pour pouvoir avancer durant l'acte. Et comment on perd? Quand on n'a plus de points de santé mentale ou de vie, eh bien on est perdu dans le warp, dans ce que vous voulez, puis on n'accède plus du tout à la scène. Sachant que le jeu peut se jouer de 2 modes de jeu différents. Soit un mode campagne où là votre personnage va rester tout au long de la campagne. S'il se prend par exemple 5 points de santé mentale comme l'agent fédéral ici, il est retiré de cette quête, mais il fera partie de l'autre quête qui poursuit la campagne. Par contre, il aura un traumatisme qui lui donnera -1 au début de sa prochaine campagne. Donc c'est-à-dire qu'il ne va pas commencer avec 5 points de santé mentale, mais avec 4, ainsi de suite, ainsi de suite. Si durant la campagne entière, il a pris par exemple 5 traumatismes en horreur, en santé mentale, et qu'il a 5, là il est définitivement tué, on récupère un nouvel investigateur, on refait son deck, etc. comme on souhaite, et on continue la campagne. Alors des joueurs peuvent venir avec leur deck préconstruit, ce qu'ils veulent, rejoindre une campagne, etc. Il n'y a aucun souci, ils peuvent quitter les campagnes sans problème. Et si vous n'avez plus d'autres investigateurs dans la boîte à utiliser parce qu'ils sont tous morts, là vous loupez votre campagne et vous recommencez tout à zéro. Donc il faut faire très 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 attention. Alors je vais vous parler de la construction du deck et ce qu'on peut faire en fin de partie, ainsi que le mode indépendant. Alors je vais commencer avec le mode indépendant. Le mode indépendant, c'est de prendre vraiment une première quête, n'importe laquelle, jouer comme un truc standard, sans suivi derrière, où vous allez avoir des conditions supplémentaires. C'est-à-dire si vous voulez augmenter votre deck avec des cartes de niveau 2, 3, 4, etc. Vous pouvez le faire. Vous regardez ensuite l'ensemble de votre deck et ce que vous avez à l'intérieur. Si vous avez par exemple, je sais pas, de 0 à 9, il me semble, il n'y a pas d'influence supplémentaire. Mais si vous dépassez 9 points d'influence
à l'intérieur de votre deck, vous prenez une carte de fatalité en plus. Les cartes de fatalité sont des cartes en fait de faiblesse qui composent votre deck aussi. Dans le deck de départ, on va en avoir une à l'intérieur, et quand vous la piochez, vous faites l'effet de révélation. Encore une fois, pour pas vous spoiler, je vais pas vous les montrer, mais ça peut être du genre prenez une santé mentale, perdez vos ressources, etc. Donc des effets de jeu un peu standard. Et je vous ai parlé des points d'expérience, etc. que vous gagnez en fin de campagne ou quand vous perdez, ça dépend de comment est orchestrée la campagne. Ces points justement d'expérience qui sont pas communs à tout le monde, c'est-à-dire que si j'ai 2 points d'expérience durant la fin de la campagne, les 2 investigateurs autour de la table auront 2 points d'expérience. Et les points d'expérience correspondent justement à des cartes up augmentées ici qu'on peut avoir. Vous voyez ici le petit symbole des petites sphères ici qui vaut 2, c'est-à-dire que pour acheter cette carte-ci, eh bien, je dépense 2 points d'expérience et je la mets dans mon deck. Si j'ai une carte, par exemple, flic en patrouille qui vaut 1, et que je veux augmenter justement la capacité de cette carte flic en patrouille qui vaut 2, bah, j'aurai juste à payer en fait le différentiel, c'est-à-dire 1 moins 2, bah, ça fait 1. Je paye 1, je prends cette nouvelle carte parce que je l'ai améliorée, j'enlève l'ancienne carte flic en patrouille et je mets la nouvelle à l'intérieur de mon deck. À savoir qu'un deck doit avoir 30 cartes, pas moins, pas plus, de base en fait. On va avoir différentes constructions possibles, c'est-à-dire que là, avec l'agent fédéral, la taille du deck fait 30, mais vous allez voir qu'on va augmenter de 30. Pourquoi? Parce que la construction de deck, donc par exemple pour lui, on peut mettre toutes les cartes gardiens de 0 à 5, donc allant de 5, bah, ça vaut 5 points d'expérience, donc il faudra accumuler de l'expérience. Les cartes chercheurs scientifiques de niveau 0 à 2, donc vous voyez qu'on peut pas aussi mettre des cartes scientifiques allant de 3 à 4, etc. Il y a vraiment une spécialité entre les classes, et ça je trouve ça vraiment intéressant. Et ensuite on va avoir des cartes neutres de niveau 0 à 5. On a ensuite des exigences de deck. Alors les exigences de deck, ce sont des cartes en fait qui sont propres, par exemple à Roland Banks, mais qui ne comptent pas dans la limite de taille de deck. C'est-à-dire dans les 30, on va avoir le 38 spécial de Roland, effacer les traces et une faiblesse de base au hasard. Vous voyez que de 30, on passe à 33. Ça fait partie des exigences de deck, donc il faut vraiment lire derrière et faire par rapport à ce qu'on vous dit. Donc voilà, ça c'est pour la construction de deck. Vous pouvez construire comme vous voulez, il n'y a aucun souci là-dessus. Et voilà donc Horror à Arkham, je vais remontrer la boîte. Voilà, Horror à Arkham, le jeu de cartes. Alors je suis pas rentré en détail, là vous connaissez grosso modo comment on peut jouer, etc. Je vous ai pas montré beaucoup de cartes parce que bah, déjà ça vous spoilerait plein de choses, j'ai pas envie de vous spoiler, là c'est vous donner un ordre d'idée de comment on joue, ce qu'on fait à son tour, etc. Comment on avance dans les actes, je le rappelle encore une fois, c'est toujours bien de le rappeler, on avance dans les actes quand on a accumulé assez de points d'indice de part et d'autre, donc si à nous deux on a 2 points d'indice et que là on nous demande 2 points par joueur, je suis tout seul, je mets les 2 ici, les 2 sont défaussés, j'avance l'intrigue, je lis derrière, je continue mon avancée, etc. etc. C'est un jeu qui joue à campagne, moi j'ai fait le premier scénario qui est un tuto en fait, je vais le refaire dans une autre vidéo pour vous montrer un peu l'histoire. Alors il y aura des spoilers, donc si vous voulez pas voir le tuto, même si voilà c'est un tuto qui permet de vivre la première histoire, bah regardez pas parce que bah, ça va vous spoiler pas mal, et si vous en foutez et si vous voulez le refaire à côté, bah voilà, vous regardez avec moi, on va poursuivre une petite campagne ensemble. Je pense que je resterai sur Roland parce que c'est un personnage assez standard et qui colle très très bien quand même, donc voilà. Vous augmentez petit à petit, dès que vous gagnez des points d'expérience, vous modulez votre deck, vous rencontrez des monstres, d'autres choses un peu néfastes qui vous arrivent, vous avez des choix à faire, donc ça je trouve ça excellent. Il y a plein de petits choix à faire durant la campagne, il y a plein de petits rebondissements en fin de campagne qui vous disent « Ah finalement j'aurais pas dû faire ça si je savais, etc. » Il y a des petits indices et tout dans les cartes, donc il faut bien lire les cartes parce que des fois il peut se cacher des petits trucs, et à la fin si on vous demande un chose, vous allez dire « Ah mais ouais mais ça se réfère à ça, donc peut-être je vais avoir un truc qui va pas bien, etc. » Donc voilà, c'est un jeu qui est vraiment, vraiment, vraiment terrible. C'est une bonne expérience, moi qui aime les demeures de l'épouvante, Horror à Arkham, etc. J'étais un peu sceptique pour voir le pourquoi du comment ça tournera en carte, et franchement ça tourne très très bien. L'immersion, c'est pas du jeu de rôle encore une fois parce que comme l'a dit un très bon compère à moi sur un jeu de cartes, bah, on peut pas mettre non plus plein de trucs issus d'un jeu de rôle, mais il y a une bonne immersion avec une petite sonorité derrière
qui vous accompagne le soir et une petite bougie, franchement ça fait bien son taf et je pense que vous allez vraiment aimer si vous aimez déjà l'horreur à Arkham de base et que vous cherchez un jeu léger à jouer avec, entre potes, etc. Petit bémol, bah, c'est qu'il faut 2 corsets si vous voulez jouer à 4. Je pense qu'à 4, les tours peut-être deviennent un peu plus longuets. Moi je le préconise en solo, solo c'est très bien et à 2 c'est mortel aussi. Parce que j'ai un ami qui a joué à 2 et qui m'a dit ça tourne très très bien, ils se sont tapés la bouille, etc. Donc à 2 c'est, je pense, magnifique, et à 1 c'est très très bien, parce que moi j'ai fait le côté solo, et franchement on se raconte une bonne histoire en solo, et c'est génial. Donc 1 ou 2 pour ma part, après 3-4 je pense que voilà, ça va commencer à gonfler un peu, il y aura plein d'interactions, etc. J'espère que ça vous a plu, j'espère que voilà, ça vous a permis de voir un peu dans les détails, mais pas trop parce qu'il y a plein de spoils et j'aimerais pas vous montrer à droite à gauche les certains lieux, etc. qui pourrait y avoir. Que ça vous a montré un avant-goût de ce qu'on pouvait faire dans le jeu de cartes. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller sur le forum, la cœur du crépuscule d'argent, pardon. Je vais retrouver mes mots, je commence à devenir fou, je pense que cette vidéo à la fin n'aura plus sens, où j'y suis, voilà, ce sera très bien, où j'y suis, le forum sur Wargammer YouTube France, qui eux sont sur Facebook et qui ont créé un forum aussi, tous les liens seront dans le descriptif, qui vont permettre de voir le travail de certains hobbies, de peinture, de demander des services de peinture, de tout ce que vous voulez, etc. Et puis, bah merci, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux à me féliciter du travail que je fais, c'est vraiment sympa, moi ça me pousse à faire de plus en plus de choses, et de dégager un maximum de temps, voilà, même si je sais que ces derniers temps, j'ai pas pu sortir de vidéos, mais là, j'essaye de reprendre un peu la motivation, c'est un peu compliqué, mais voilà, la chaîne n'est pas morte, ne vous inquiétez pas, tout va bien, je vais bien, dans le meilleur des mondes, et puis je deviendrai peut-être fou avec ce jeu. Donc voilà, je vous dis à une prochaine pour une partie d'Horreur à Arkham, le jeu de cartes qui va se situer dans la nuit de la Zélatrice, qui est le tuto mais qui est aussi la mini-campagne, donc finalement il y aura du spoil, donc encore une fois, si vous ne voulez pas voir la prochaine vidéo et qu'il y aura du spoil, ne la regardez pas. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse fort, à bientôt, ciao 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 ciao.